Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est un amoureux de sa ville et un féru de sciences et de culture. Il ne cesse de parler des merveilles d'Agadir, la ville balnéaire du littoral atlantique marocain, un lieu de vie pour lui, mais où il faut également joindre l'utile à l'agréable. C'est pour cela qu'il s'active pour une jeunesse consciente. Une jeunesse capable de faire face aux défis du présent et de l'avenir. Ce sont là les messages qu'il délivre au sein du Connect Institute qu'il a fondé et dirige depuis Agadir. Lui, c'est Taha Balafrej, également directeur du Mahir Center à l'université Mohamed VI Polytechnique. Taha Balafrej, que nous avons le plaisir de recevoir ce matin pour nous parler des défis de la jeunesse au Maroc. Bonjour à vous, Taha Balafrej. Bonjour, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre émission. Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors vous, comme je le disais, vous êtes extrêmement concerné par la situation de la jeunesse. Vous en parlez presque quotidiennement dans votre centre, votre institut Connect. Alors, quel regard aujourd'hui, qu'observez-vous sur l'état de la jeunesse? On vous a vu dans plusieurs interventions médiatiques, on voit aussi les chiffres qui sont sortis par-ci, par-là, publiés par les instituts officiels. Mais vous, quel autre regard avez-vous sur cette jeunesse? Oui, merci de traiter de ce sujet parce que, inutile de le rappeler, c'est quand même quelque chose de fondamental, de capital pour l'avenir du pays. Jeunesse, éducation et culture sont des piliers de l'avenir et nous n'avons pas le droit, aussi âgés puissions-nous être, chacun doit contribuer à ce que cette jeunesse puisse être prête à prendre la relève et à construire le pays de demain. Et moi, je vois les choses comme un devoir. Ce n'est pas un hobby, un passe-temps auquel je me livre durant cette retraite dans laquelle je suis, mais je dis que c'est un devoir parce que j'ai reçu de ce pays, j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel, d'avoir eu une éducation correcte. Et je vois qu'autour de moi, la jeunesse, comme vous dites, les chiffres sont parlants, les chiffres officiels, je ne parle pas d'autres rapports et autres données. Et la situation est quand même assez alarmante sur le plan des fondamentaux, sur le plan de l'occupation des jeunes, des loisirs, de la maîtrise des langues, sur n'importe quel domaine lié à l'éducation, à la culture, nous avons beaucoup de faiblesses. Et cette jeunesse n'est pas responsable de cette situation. Les jeunes Marocains ne peuvent pas être moins brillants, moins talentueux, moins énergétiques que la jeunesse d'autres pays. C'est juste qu'il y a eu des étapes par lesquelles nous sommes passés, des décisions assez malheureuses qui ont été prises durant ces dernières décennies, qui font que nous sommes en train de récolter les résultats de ce qui a été semé. Mais moi, je n'observe pas les choses de ce point de vue-là. Je ne l'observe pas du point de vue protestataire ou du plaidoyer ou de la revendication. Je dis qu'aujourd'hui, nous devons tous essayer de contribuer à apporter des solutions concrètes. Alors, L'État tout seul... Justement, vous allez, c'est vous pour rebondir. Vous parlez de solutions. Justement, selon vous, quelles sont ces actions et ces solutions dont la jeunesse a aujourd'hui besoin? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais à Connect Institute, par exemple, nous mettons l'accent, la nécessité sur la réconciliation du jeune avec le livre, avec la lecture. Je trouve que c'est quand même une injustice énorme qui est faite à la jeunesse, d'avoir conduit cette jeunesse à ne plus avoir cette relation avec le livre, quel que soit le support. Ça peut être sur un téléphone, ça peut être sur un écran, ça peut être sur le livre.
de la manière la plus classique possible. Mais où trouve-t-on les idées si on ne les trouve pas dans les livres? Où trouve-t-on où crée-t-on, où développe-t-on l'imaginaire si on ne plonge pas dans la littérature, si on ne se laisse pas emporter dans les voyages qui ont été menés par des auteurs, par des gens, des conteurs d'histoire, comme nous vivions cela par le passé. La machine, l'outil informatique, a éloigné le jeune de certaines réalités. Je ne suis bien entendu pas contre les outils technologiques, évidemment qu'il faut les utiliser, mais il ne faut pas qu'on soit utilisé nous-mêmes et cette jeunesse soit exploitée elle-même par la machine. Il faut qu'elle puisse être en mesure d'utiliser et d'exploiter à bon escient cette machine. Donc je reviens à l'action parce que je ne veux pas faire que parler, je veux aussi montrer des exemples que d'autres personnes pourraient suivre dans d'autres villes du pays. Vraiment, quand vous invitez les jeunes à faire l'effort qu'il faut pour lire, pour découvrir, pour débattre de ce qui a été lu, eh bien, vous voyez très bien qu'on met fin à cette oisiveté, à ce regard figé sur un écran en train de scroller pour essayer de voir des notifications qui viennent de droite et de gauche, et refaire en sorte que le jeune se concentre sur l'essentiel. Alors, la lecture, oui, selon vous, est un point essentiel. Quels sont, selon vous, les autres besoins à satisfaire pour cette jeunesse? Très bien. Moi, j'ai répondu à votre question sur les actions primordiales, concrètes, urgentes qu'on mène, et nous le faisons. Mais à côté de ça, évidemment, on ne va pas se contenter de faire que de la lecture. À côté de cela, nous organisons des séances de théâtre, parce que comme vous le savez, le théâtre, la mise en scène, conter des histoires, ça fait partie de la formation de la personnalité, d'éliminer la timidité, de renforcer sa capacité à dialoguer et à communiquer. Nous avons aussi des activités de travaux manuels, fabriquer des objets, que ce soit avec une imprimante 3D moderne ou que ce soit seulement avec de la poterie, mais au moins essayer de faire en sorte que les mains soient aussi actives, qu'elles soient aussi productives pour qu'on puisse se reconnecter avec la réalité. Il y a aussi pour les talentueux d'entre nos jeunes, des résidences de musique pour qu'ils puissent confronter ce qu'ils savent faire avec ce que savent faire d'autres. On a aussi des séances d'histoire du pays, parce que comment voulez-vous qu'un jeune puisse s'intéresser à son pays, puisse aimer son pays, puisse vouloir faire partie, appartenir à ce pays, s'il n'en connaît pas l'histoire, ou si l'on connaît une histoire qui est un peu superficielle, basée sur des dates, basée sur une chronologie. Nous leur faisons faire des visites sur le terrain pour qu'ils puissent avoir cette fierté d'appartenir à un pays dont les ancêtres ont construit des choses, ont produit. Alors, en tout cas, à vous entendre parler, on sent cette passion-là. Je rappelle que vous êtes professeur, en tout cas, vous avez été professeur de mathématiques. Selon vous, aujourd'hui, avec toute l'évolution technologique qu'on voit, finalement, sur un aspect purement scientifique, de quoi est-ce que cette jeunesse d'aujourd'hui a le plus besoin? Est-ce de la culture littéraire ou bien de connaissances scientifiques? Excusez-moi, mais il n'y a pas de choix à faire. C'est les deux. Je rappelle que Einstein disait que les sciences humaines et les sciences dures, les sciences physiques et mathématiques, dont je viens des sciences, sont les deux branches d'un même arbre. Ça, c'est Einstein. Mais je peux aussi vous citer Ibn al-Muqaffa qui dit en arabe « Al-ilmu ilman ». C'est-à-dire vous avez la science de l'utilité, la science de la médecine, l'ingénierie, la comptabilité, tout ça c'est des sciences utiles à la vie de l'être humain. Mais il y a aussi la science
humaine, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'intellect, qui s'intéresse à la mentalité, qui s'intéresse à la nourriture du cerveau. Ça, c'est Ibn al-Muqaffa, c'est des centaines d'années, et Einstein, qui est un des hommes les plus brillants qu'a produit l'humanité, d'il y a 50, 60 années. Donc vous voyez que cette vérité est là. On donne l'illusion que ça y est, le temps de la littérature est terminé, le temps de la recherche en sciences humaines est terminé. Maintenant, nous avons devant nous que les aspects techniques, technologiques, d'expertise, qui sont indispensables, mais qui ne sont pas suffisants. Alors, aujourd'hui, à vous entendre parler, on sent quand même, au-delà peut-être de l'encadrement institutionnel, de l'engagement des différentes couches de la société, cela fait appel quand même à un certain état d'esprit et une certaine conscience individuelle, c'est-à-dire c'est à l'individu, le jeune aujourd'hui, d'être conscient de cette nécessité-là. Comment l'aider à être beaucoup plus conscient en fait? Je vous remercie de cette question parce qu'elle est fondamentale. Parce que vous pouvez avoir les projets que vous voulez, vous pouvez faire les démonstrations que vous voulez, vous pouvez apporter des preuves, faire des citations, comme je viens de le faire, le Muqaffa, Steve Jobs, on peut multiplier les expériences, les citations pour montrer que ce qu'il faut faire aujourd'hui, cet alliage entre science et culture est indispensable. Mais l'étape fondatrice, l'étape essentielle, c'est la prise de conscience. C'est là où le combat, j'ose utiliser ce mot, c'est là où le combat se joue, c'est là où le combat se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Et comme vous savez, c'est toujours difficile de faire changer des habitudes chez l'être humain, quel qu'il soit. Donc, les habitudes de la recherche d'un diplôme, quelle que soit la méthode, on peut tricher pour avoir un diplôme. On peut faire du plagiat pour avoir une thèse de doctorat. On peut payer pour avoir l'accès à des choses. Et donc, renverser cette tendance et convaincre le jeune et les familles aussi que ce qui compte, c'est la personne, que ce qui compte, c'est la conscience, que ce qui compte, c'est l'autonomie dans la décision. Et ce n'est pas seulement courir derrière des diplômes dont on en a besoin. Je ne dis pas qu'il n'en a pas besoin. Mais courir seulement derrière les diplômes, mémoriser pour réciter, pour passer un examen, bachoter pour réussir un devoir ou avoir des notes en mathématiques, etc. Cela n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour l'individu, mais c'est aussi insuffisant pour la nation que nous voulons construire, dans laquelle nous allons assembler des individus qui ne font que dupliquer un modèle, qui ne font que exécuter. Cela nous pousse... J'aimerais bien finir mon idée parce que j'ai bien compris votre question. La difficulté, justement, c'est de montrer aux jeunes que quand ils prennent la décision de faire le choix, de renforcer leur personnalité en matière de communication, d'esprit critique, etc., ce sont les compétences de ce siècle, eh bien, ils jouent gagnant. Ils sortent bien évidemment d'un certain chemin, d'un certain sentier battu, mais ils y gagnent. Et eux-mêmes, leur famille et leur pays y gagnent. Et ça, on a besoin de vous, on a besoin de journalistes, on a besoin de relais dans la société pour montrer qu'il va falloir prendre avec ces jeunes, avec les enfants et les plus petits, un autre chemin que celui qui est pris aujourd'hui. Que notre chemin est possible. En tout cas, ce que vous disiez là nous rappelle à la fameuse dialectique sur le contenant et le contenu. Et comme on dit, mieux vaut avoir une tête bien faite qu'une tête remplie. Alors, on voit qu'aujourd'hui, quand on retourne un peu plus en bas âge au niveau des crèches et autres, on fait appel à des méthodes quand même assez ludiques. On fait appel à des méthodes nouvelles d'apprentissage qui font aimer en tout cas les sciences et la matière
aux enfants. Pensez-vous que nous, les jeunes d'aujourd'hui, n'avons pas aussi besoin de voir se multiplier les approches éducatives et de formation pour mieux assimiler et mieux aimer cette science? Évidemment, moi j'aimerais aussi préciser une chose, M. Omar, c'est que ce que je vous dis, ce n'est pas de la théorie. C'est des choses que nous avons pratiquées, que nous pratiquons. Nous avons une méthodologie. Nous avons aujourd'hui 7 centres sur différentes localités du territoire qui appliquent cette méthodologie. Nous avons plus de 200 jeunes inscrits aujourd'hui dans nos différents centres et qui sont en train d'expérimenter, de bénéficier de cette méthode. Donc ce que je vous dis, je veux que les téléspectateurs sachent que ce ne sont pas seulement des vœux ou des ambitions, ce sont des réalités. Et nous voyons sous nos yeux se transformer des jeunes qui n'aimaient pas lire, qui commencent à aimer la lecture, qui n'aimaient pas écrire, qui commencent à écrire, qui ne réfléchissaient pas, qui maintenant deviennent autonomes dans leurs réflexions et par conséquent dans leurs décisions. La citoyenneté qui se renforce chez cette jeunesse. Parce que c'est cela qui nous intéresse, c'est le vivre ensemble. Nous ne vivrons pas ensemble si nous ne construisons pas cette citoyenneté qui fait converger les efforts et les énergies. Je reviens maintenant à la... Assez rapidement, nous sommes pris par le temps, il nous reste quelques secondes. C'est juste pour dire qu'une de nos participantes à un de nos programmes, quand elle a fini son programme, elle a créé une garderie, une crèche dans une zone reculée de la banlieue d'Agadir et elle est en train d'appliquer les principes qu'elle a appris à Connect Institute auprès de ses petits-enfants de 4, 5, 6 ans et ça se passe à merveille. Et j'aimerais que ces genres d'initiatives se multiplient et que d'autres personnes, d'autres organismes puissent emprunter le chemin que nous sommes en train d'emprunter. Un bel exemple donc à suivre. Merci à vous, Taha Balafra. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Connect Institute. Vous nous parliez depuis Agadir. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bon week-end à vous. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Merci et bonne journée.